Merci beaucoup aussi à Emmanuel pour cette invitation aujourd'hui à vous parler d'un domaine qui se développe énormément depuis une quinzaine d'années, qui est le domaine de l'imagerie cérébrale. Un domaine qui se développe beaucoup au niveau de la recherche et qui, étonnamment au niveau éthique, est encore peu développé. Il y a eu encore peu de travaux pour s'intéresser aux enjeux éthiques associés à l'imagerie cérébrale et tout particulièrement à l'utilisation de l'imagerie cérébrale dans le domaine du soin. On va voir qu'il y a déjà eu quelques travaux, quelques réflexions autour de l'utilisation de l'imagerie cérébrale hors de la médecine, soit dans le domaine de l'économie, avec la neuroéconomie, dans le marketing, avec le neuromarketing, avec le droit notamment, tout ce qui est le domaine du neurodroit qu'on va aborder rapidement. En revanche, la question de l'utilisation de l'imagerie cérébrale, qu'est-ce que ça peut apporter, qu'est-ce que ça soulève comme question pour la représentation de la maladie, pour la représentation du malade, pour la stigmatisation. Ces questions-là ont été étonnamment assez peu abordées et je vais essayer de vous soumettre quelques idées, quelques questionnements dans ces domaines qui est une nouvelle frontière en quelque sorte de l'éthique. Alors quand on parle de l'imagerie cérébrale, l'imagerie, qu'elle soit cérébrale ou autre, c'est toujours une question autour de la représentation. On a une image, c'est une question très ancienne en philosophie, la question de l'image. Avec une distinction importante entre l'image, l'égalité. On peut avoir cette image de cerveau. J'ai écrit en dessous, vous aurez compris le clin d'œil, ceci n'est pas un cerveau. Et évidemment, ce n'est pas un cerveau, c'est une image de cerveau, c'est une représentation du cerveau, avec toutes les limites de simplification que cela peut apporter. Il n'y a pas égalité. Il peut y avoir éventuellement ressemblance. Ces questions-là ont été largement abordées par des philosophes, par exemple Augustin, qui indiquait que l'image va entraîner la ressemblance, mais pas l'égalité. Et dans un miroir, il y a image de l'homme, puisqu'elle en est tirée, lui aussi forcément ressemblance, mais tout de même pas égalité, car elle manque à l'image bien des éléments qui pourtant appartiennent à l'objet dont elle est tirée. Et on peut résumer avec la formule assez connue de Korzybinski, qui était que la carte n'est pas le territoire qu'elle représente. Il y a toujours un décalage entre la réalité, entre le territoire et la carte qui est censée la représenter. Donc il faut toujours avoir en tête ces notions-là, de la distance entre l'image du cerveau, l'image de la maladie et le malade lui-même. On verra tout à l'heure des mouvements de va-et-vient entre une mise à distance de la maladie et peut-être une possibilité d'appropriation de la maladie qui est renforcée par ces images. Alors, l'imagerie cérébrale, c'est une représentation qui a la particularité de très bien parler. On parle d'image, c'est une image, qu'est-ce qu'elle dit? En tout cas, ce qu'elle le dit, elle lui dit très bien. Des travaux avaient été réalisés en 2008, qui ont été répliqués par la suite, qui montrent que le fait de montrer une image de cerveau garantit, en tout cas donne l'impression, d'une scientificité importante du propos. Donc c'est la raison pour laquelle je vous ai mis plein d'images de cerveau dans ma présentation pour vous convaincre que ce que je dis est très sensé et très scientifique. C'est peut-être un des arguments qui fait que de nombreux journaux, j'en ai pris quelques-uns là qui ont été des unes de journaux grand public qui ont été publiés récemment, qui mettent en évidence des cerveaux. Alors c'est bien sûr ce qui a un intérêt croissant pour tout ce qui touche les neurosciences et le cerveau, mais aussi parce que mettre un cerveau en une donne une impression de scientificité et de vérité dans les propos que l'on tient, que ce soit dans le domaine de la religion, comme dans le monde des religions, dans le domaine du management, dans le domaine de l'économie. Apposer le label neuro, tel qu'on peut l'avoir avec l'imagerie cérébrale, c'est censé donner une valeur de qualité. Alors, l'imagerie cérébrale
permet maintenant de voir l'intérieur du corps humain, en particulier le cerveau, comme vous pouvez le voir sur ce film. C'est-à-dire c'est un petit peu le corps transparent, ça permet de voir à l'intérieur du corps. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut voir un organe en fonctionnement de manière non traumatique, non invasive. Les méthodes d'IRM qui sont utilisées sont totalement non invasives. Il n'y a pas de rayonnement, il n'y a pas d'injection. Et on peut voir l'intérieur du cerveau, on peut voir son anatomie et on peut voir également son fonctionnement. On verra que ces deux aspects de l'imagerie cérébrale sont complémentaires et soulèvent des questions différentes avec la volonté, certains pourraient dire le fantasme, de pouvoir voir l'avenir un petit peu dans ce cerveau de cristal, comme dans une boule de cristal, avec l'idée que si on peut voir l'intérieur du crâne, on pourra prédire l'avenir du sujet. Alors, l'utilisation de l'imagerie cérébrale, elle a été utilisée dans des domaines hors de la médecine depuis longtemps, par exemple dans le domaine juridique, avec l'utilisation d'imagerie cérébrale anatomique. Donc la possibilité d'étudier l'anatomie du cerveau. Il y a par exemple en 1978, c'est essentiellement des cas qui viennent des États-Unis, des jurisprudences qui viennent des États-Unis, où la défense avait tenté, à l'époque c'était en vain, d'utiliser des images issues de scanners cérébraux afin de justifier une déficience mentale de l'accusé. En 1982, le jury avait déclaré que le prévenu était non coupable en considérant le sujet, le prévenu, comme sujet à une forme de démence du fait d'une atrophie du cerveau. Donc là, on parle vraiment d'anatomie. Le cerveau était atrophié et donc ça justifiait une non-culpabilité. En 1992, 10 ans plus tard, un accusé a été reconnu coupable du meurtre de son épouse, mais on a atténué sa responsabilité parce que les images cérébrales montraient un kyste dans une partie du cerveau qui est impliquée dans les fonctions exécutives, c'est-à-dire toutes ces fonctions qui permettent la prise de décision. Et donc, on considérait, sur la base de ces données d'imagerie cérébrale anatomique, que l'accusé n'était pas en possession de toutes ces capacités de réflexion lors de ce meurtre. Et puis, il y a des travaux très récents de recherche qui montrent que le cerveau à l'adolescence est encore immature. Le cerveau, l'adolescence au niveau cérébral, ça dure jusqu'à 25 ans. Le cerveau n'est pas totalement construit avant l'âge de 25 ans. Et il y a de plus en plus de personnes qui considèrent que ça pourrait être un argument pour des circonstances atténuantes, notamment quand il y a des accidents, par exemple des accidents de voiture. Lorsque un adolescent conduit en présence des pairs, on sait que la présence des pairs fait que l'adolescent va prendre beaucoup plus de risques. Ça, il y a plusieurs études qui montrent que si vous avez un adolescent qui conduit, jeune conducteur, avec sa mère à côté de lui, aura une conduite beaucoup plus calme et tranquille que s'il est avec ses amis à côté de lui dans la voiture. Et donc, ces éléments-là des neurosciences qui montrent que l'anatomie du cerveau n'est pas encore mature avant 24-25 ans pourrait être une circonstance atténuante. Donc ça, c'est la question de l'imagerie cérébrale anatomique, la structure. Une des questions qui émerge et qui est assez spécifique de l'imagerie cérébrale, c'est le fait qu'on peut voir non pas uniquement l'anatomie, le contenant, mais également le fonctionnement du cerveau. Et donc, une des questions qui se pose actuellement avec acuité, c'est la possibilité de savoir si ces méthodes d'imagerie cérébrale fonctionnelle, couplées avec des méthodes d'intelligence artificielle, permettraient de pouvoir lire dans le cerveau. Alors, ce que l'on sait, c'est que les méthodes d'imagerie fonctionnelle, donc l'IRM fonctionnel, arrivent à capturer maintenant de manière assez précise le contenant, c'est-à-dire que l'on sait quelles vont être les régions cérébrales qui s'activent lorsque l'on perçoit quelque chose. Par exemple, on va avoir une région particulière qui va s'activer lorsqu'on perçoit un visage plutôt que lorsqu'on perçoit un objet. La question qui se pose maintenant est de savoir est-ce que ces méthodes d'imagerie fonctionnelle, couplées à des méthodes d'analyse informatisée, peut capturer également le contenu, la pensée. Pas uniquement le contenant, mais la pensée.
Alors, je vais donner un petit exemple à droite de travaux qui ont été réalisés par DeepMind, qui est une branche de Google, la même branche qui a appris un système à jouer aux échecs et aux jeux de Go et à jouer mieux que les meilleurs joueurs humains. Et ce que vous voyez en bas, c'est un système à qui on a essayé d'apprendre à extraire le contenu d'un signal issu de l'imagerie fonctionnelle. C'est-à-dire qu'on montre au sujet une image. Par exemple, ici, c'est un chameau ou un dromadaire, je ne vois pas combien il a de bosses. Et on essaie de voir si le système arrive à décoder l'image qu'a vu le sujet uniquement à partir de l'information cérébrale. Et donc, ce que l'on voit sur les images qui circulent, c'est à gauche l'image qui est présentée au sujet et à droite l'image qui est reconstruite automatiquement par les méthodes informatiques. Alors, en fonction de si on voit le verre à moitié plein ou à moitié vide, on peut dire que le système ne fonctionne pas si mal que ça. Ce que le système reconstruit des codes, ça ressemble un petit peu à ce que le sujet a effectivement perçu. Si on est un petit peu plus objectif, on peut dire que le résultat n'est quand même pas extraordinaire et que ce que reconstruit le système n'est quand même pas si proche que ça de ce qu'a perçu réellement la personne. Donc, ce que l'on voit, c'est que d'un point de vue technique, actuellement, les résultats recueillis ne permettent pas, peut-être pas encore, d'avoir accès de manière précise au contenu sémantique, en tout cas au niveau individuel. Est-ce qu'à l'avenir, l'amélioration des techniques le permettra? Je ne sais pas. Il y a deux positions qui s'opposent. Une première position qui est le fait qu'actuellement on est face à une limite technique et qu'avec des ordinateurs plus puissants, des méthodes informatiques et algorithmiques plus puissantes, on parviendra à décoder, à craquer le code cérébral. Ou un autre point de vue, peut-être plus philosophique, et de dire qu'on a une limite ontologique qui est le fait que notre pensée ne se résume pas à l'activité cérébrale mesurable en IRMF et qu'on ne pourra jamais lire, voir dans les pensées. Alors, cette volonté de voir dans les pensées, c'est une volonté ancienne, un fantasme ancien, avec toute la question du détecteur de mensonges. Donc, j'ai indiqué en haut le polygraphe, donc les premières méthodes pour essayer de confondre le mensonge avec leur version moderne, telle que présentée sur l'image du dessous, qui est issue d'un site internet qui existe aux États-Unis, qui propose d'utiliser l'IRM fonctionnel pour confondre les criminels et pour pouvoir détecter le mensonge. Alors, est-ce que c'est possible d'utiliser l'IRM fonctionnel pour détecter le mensonge? Ce qu'on a vu précédemment, c'est que le système n'est pas encore complètement au point. Il y a une autre raison qui fait que j'ai beaucoup de doutes sur l'utilisation de l'IRM fonctionnel comme détecteur de mensonges, c'est qu'on peut mentir à une IRM, c'est-à-dire qu'on peut entraîner son cerveau à répondre d'une manière particulière. C'est tout l'objectif d'une technique de remédiation cognitive qui s'appelle le neurofeedback, qui est un ensemble de méthodes non invasives qui va permettre d'apprendre à autoréguler son activité cérébrale. C'est dans une perspective initialement clinique afin d'avoir des retours perceptifs ou comportementaux et donc d'entraîner son cerveau. Donc je pense que ces méthodes d'IRM fonctionnel ne sont pas encore complètement au point pour lire dans les pensées et pour une application dans le droit. On va aborder maintenant la question fondamentale de l'imagerie cérébrale en clinique. Alors, une première question, une première problématique, c'est la question de l'imagerie cérébrale chez le sujet sain, c'est-à-dire un sujet qui participe par exemple à une expérience de recherche comme témoin sain, souvent pour comparer avec des patients. Et il n'est pas rare de trouver en population normale des anomalies dans les images du cerveau, une tumeur, une malformation vasculaire. Ces anomalies peuvent être pathologiques ou bien bénignes. Alors, ces découvertes qu'on appelle fortuites, c'est une chance quand elles permettent un diagnostic et une prise en charge précoce, mais il y a des situations beaucoup plus délicates dans lesquelles le pronostic est incertain. On ne sait pas, le radiologue ne sait pas exactement si s'il y a une anomalie pathologique ou pas. Et il peut y avoir des situations où il n'y a pas de traitement possible, par exemple une tumeur qui est mal placée qu'on ne peut pas opérer. Un sujet qui était un sujet sain sort de l'expérience en étant impatient.
Et donc, de manière générale, l'information issue de l'imagerie cérébrale, lorsqu'elle est de nature probabiliste, va soulever pour le patient la question du droit de ne pas savoir. On n'a pas forcément envie de savoir qu'on est atteint d'une malformation vasculaire si on ne peut pas traiter cette malformation. Et également, la question du droit de ne pas tout dire pour le radiologue qui voit ces anomalies. Et si on ne peut pas les traiter, il peut ne pas donner toutes les informations aux participants, sauf si le participant le demande expressément, ce qui n'est pas toujours le cas. Un autre aspect particulier de l'imagerie cérébrale, c'est que c'est un outil pour le diagnostic et le pronostic, qui peut prédire, en tout cas c'est un des objectifs de ces méthodes d'imagerie cérébrale, c'est de prévenir l'avenir clinique du sujet, à la fois en termes d'évolution symptomatique, est-ce que l'état du patient va s'améliorer ? Est-ce que le traitement que l'on va proposer aux patients va fonctionner ? Alors c'est très intéressant en psychiatrie, en neurologie, parce que souvent les modifications cérébrales précèdent les premiers signes cliniques, c'est-à-dire qu'on peut avoir une prise en charge très précoce. La difficulté avec ces outils d'imagerie, c'est que la prédiction est rarement déterministe. Il n'y a pas de signes qui sont pathognomoniques, il n'y a pas de signes spécifiques des anomalies en imagerie cérébrale, en neurologie, en psychiatrie dans certains cas. Et donc, on a uniquement une prédiction probabiliste, c'est-à-dire un risque de développer la maladie ou bien une chance de répondre correctement à un traitement. Alors, cette particularité de l'information probabiliste, elle est déconcertante. Comment on fait pour se représenter le fait qu'on a 60% de chances d'être malade ? Ça a une valeur au niveau en santé publique, en recherche. Pour moi, dans mes recherches, c'est très important de savoir au niveau du groupe si on a une probabilité importante ou pas de développer une maladie. Mais au niveau individuel, comment on manipule ces informations, c'est très difficile. Et donc, c'est un espace de doute qui est très important. C'est aussi un espace d'espoir parce que le patient sait que tout n'est pas joué et qu'il y a encore des possibilités d'amélioration. Alors pour terminer, j'ai plus beaucoup de temps, l'imagerie cérébrale, elle va être impliquée dans un double mouvement. Premièrement, un mouvement de mise à distance de la maladie, parce que en observant sur une image une altération, ça va permettre au patient de passer du statut d'être malade à avoir une maladie. Il voit sur l'image une altération du fonctionnement de l'anatomie de son cerveau, par exemple dans les démences, le fait de voir des anomalies dans certaines parties du cerveau, c'est une manière de se dissocier. On est une personne qui a une maladie et on voit cette maladie sur l'image. Et en retour, ça peut permettre également une appropriation de la maladie, notamment dans le cas de patients, que ce soit en neurologie ou en pathologie ou en psychiatrie, où il y a une difficulté à avoir conscience de ces troubles. Et donc le fait de voir les troubles, notamment dans la démence, peut aider largement le patient à intégrer la maladie. Ça peut être un point important également pour les aidants, pour se rendre compte de la maladie et de voir par exemple sur une imagerie nucléaire qu'il y a des atteintes préfrontales qui expliquent une certaine symptomatologie chez le proche. Ça peut les aider à réaliser que la personne est malade. Et donc en ce sens, ça soulève la question de savoir à quel point l'image peut faire soin. Voilà, si vous avez, on a commencé depuis 2 ans avec l'espace éthique à réfléchir à ces questions nouvelles, et donc il y a tout un dossier autour de l'imagerie cérébrale qui a été publié. Voilà. Merci beaucoup.